Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la FHP, chère Lamine, Madame la Sénatrice, chère Catherine, Monsieur le Délégué Général de la FHF, cher David, laissez-moi vous dire le plaisir que je ressens d'être avec vous pour ces trophées de l'hospitalisation privée. Chère Lamine, je ne suis pas là pour jouer retour vers le passé, comme ancien ministre de la Santé, quelque nostalgie que je puisse en avoir parfois, surtout quand je me souviens, chère Lamine, que vous m'aviez offert une croisière sur le canal du Midi dont je n'ai toujours pas profité. Aujourd'hui, puisque vous avez placé ces rencontres sous le signe de l'innovation en santé, c'est en journaliste et éditorialiste au contact quotidien des bouleversements du monde que je viens vers vous. Donc, pas question de PLFSS, de convergence, de planification, mais je sais que vos travaux vous ont permis d'aborder au fond ces questions primordiales. Si nous voulons réfléchir à une conception holistique de la personne, de ses proches, des soignants et des gestionnaires des systèmes de santé, il convient d'envisager les mutations sociales et sociétales qui sont à nos portes et qui ne relèvent plus de la science-fiction, et ensuite de se poser la question des modes de vie facilitateurs ou obturateurs de qualité de vie, et enfin de raisonner en termes d'autonomie dans le concept de l'individu acteur de sa santé et donc du processus de soins. Les chantiers et les défis qui vous attendent sont colossaux. Jusqu'à une période récente, l'être humain fut un être d'habitude, peu mobile dans ses affections, sa profession, ses mœurs familiales, ses opinions politiques. La mobilité est devenue un mode de vie et même un slogan, mobile, comme vous. Nous étions peu mobiles et peu stimulés. Ces stimulations sont maintenant incessantes, lumière, bruit, odeur, et nous sommes devenus des êtres désirants, soumis à des sollicitations et à des frustrations, même à des souffrances indicibles. Les images se succèdent, décapitations, attentats, catastrophes, et l'on se demande si nos cerveaux ont été conçus pour digérer ces souffrances. Jacques Attali voit se dessiner un monde de plus en plus mobile, changeant, précaire, instable. Ce monde de l'instabilité change les hiérarchies des rapports humains et la révolution de l'âge et de l'augmentation massive de la durée de la vie vient perturber profondément le vivre ensemble. Sans tomber dans le transhumanisme, il est certain que les perspectives ouvertes par les travaux des prix Nobel 2009 sur les télomérases vont complètement changer les paradigmes fondateurs du parcours de vie. Jusqu'alors, la médecine n'était créditée que de 10 à 20% des gains enregistrés dans cette espérance de vie. Vous détenez aujourd'hui les clés d'évolution qui se chiffreront en dizaines et pourquoi pas en centaines d'années d'existence. Chaque fois que j'ai évoqué ces questions devant des publics pourtant avertis, comme devant le MEDEF en 2013, je suscite incrédulité ou effroi. N'en déplaise aux marxistes, la lutte des âges va remplacer la lutte des classes. On en voit d'ailleurs les prémices dans la paupérisation massive des jeunes et la restructuration des richesses au profit des plus âgés. Le dernier rapport de l'INSEE sur la pauvreté dans notre pays est éclairant, avec un taux moyen de pauvreté de 14%, ce chiffre n'étant que de 7,9% chez les retraités, de 18,6% chez les jeunes et même montant à 30% chez les étudiants. Un chiffre éclairant, un couple au RSA touche 647 € par mois, au minimum vieillesse 1242 €, alors que le SMIC est environ à 1135 €. Vous imaginez sans peine le glissement à peine supportable en termes éthiques que comportera la prise en charge solidaire de traitements de plus en plus coûteux par des classes d'âge médian en faveur d'aînés plus favorisés pourtant. Bien évidemment, ces bouleversements s'effectuent dans un contexte de mondialisation que l'on aurait tort d'aspecter uniquement comme un produit dévoyé du capitalisme. La solidarité qui solvabilise les prises en charge des dépenses sociales et donc de santé va subir des coups de boutoir insensés. Quand on pense que le principal fonds de pension américain est détenu par un ouvrier électricien qui demain fermera un site industriel en Europe par crainte de ne pouvoir les retraites de ses mandants.
Notre solidarité sera en concurrence avec d'autres modèles et le nomadisme ne touchera pas que les processus de soins, mais également leur financement collectif. La mondialisation va voir les conflits extranationaux et intranationaux exploser. Regardez les mouvements séparatistes et les pulsions communautaristes sur fond de concurrence pour la captation des matières premières et de perturbation de la biodiversité et du climat. Surplombant toutes ces révolutions, les techniques d'information et de communication vont modifier et modifient déjà le pacte social. Au procès de Nuremberg, Albert Speer en avait donné l'explication avec une prescience étonnante. Il disait « Pour assurer un lien direct, les anciennes dictatures exigeaient des collaborateurs de haute qualité. Les moyens de communication modernes permettent à eux seuls de mécaniser le commandement subalterne. Ainsi se développe un nouveau genre, l'exécutant aveugle. » Ces propos résonnent avec une acuité glaçante en cette sortie de campagne présidentielle américaine qui a vu la victoire de Donald Trump. Le pouvoir tribalisant de ces nouvelles techniques nous ramène aux champs unifiés des traditions orales. L'individu errant n'est plus à la recherche de nourriture mais d'information. Les barrières de la conscience individuelle tombent au profit d'une conscience collective, un rêve tribal dont nous voyons les ravages tous les jours. C'est dans ce cadre que se meut la génération des adultes jeunes, dite Y, qui aborde de façon profondément différente les questions de santé, tant sur le plan personnel que collectif. Cette génération, étudiée en profondeur par les sociologues américains, a vu se développer les nouveaux outils de communication et jamais une classe d'âge n'a été aussi différente de celle qui l'a précédée. Elle est en connexion permanente avec le monde extérieur et une communauté choisie sur le mode électif et non sur des critères de parenté ou de voisinage. Cette génération est marquée par le pessimisme sur l'avenir et le progrès, ce qui peut sembler paradoxal, et la méfiance de tout ce qui peut apparaître comme l'establishment. Nos modes de vie vont être impactés par le développement de structures interactives non plus verticales mais horizontales. Là encore, nous en constatons effarés leur avancée galopante, ubérisation de la société, économie de troc, réseaux informels. Ces organisations réticulées vont nécessiter des managements innovants et des rapports hiérarchiques inédits vont y voir le jour. Un bac+2 commandera à un bac+10. Cette génération qui est à la manœuvre est en demande massive d'immédiateté dans l'accès aux soins et ne se reconnaît plus dans les notables de santé. C'est également une classe d'âge qui fonce sur Internet dès les premiers symptômes et discute d'égal à égal avec les professionnels dans un refus et même une contestation du rapport hiérarchique. Elle est également fragilisée dans le parcours de soins par cette préférence pour les affinités électives qui la laisse dépourvue d'un entourage stable dans la maladie et la mort, qu'accompagne en miroir la recherche de professionnels de haut niveau destinés à remplacer les parents ou les voisins. D'autres questions encore plus dérangeantes vont venir perturber vos métiers. De plus en plus, la personne sera considérée comme malade dès la naissance dans un contexte totalement asymptomatique. On peut déjà diagnostiquer une maladie génétique. Le philosophe Paul-Louis Weil-Dubuc, dans une conférence à l'Espace éthique d'Île-de-France, lançait à un auditoire apparemment en pleine forme comme vous. J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes malade à 58%. Cette médecine asymptomatique repose sur des signes infracliniques auxquels seule la machine est sensible et pose la question du soignant dans le système de santé. Depuis les années 50, cette dystopie prend sa source dans la croyance scientiste dans le savoir médical qui va aboutir à la mise en chiffre de la vie sous forme de statistiques de plus en plus spécifiques à certains groupes humains. Si ces changements de mode de vie sont encore mal appréhendés par l'ensemble des acteurs sociaux, de façon plus claire, sont cernées des modifications comportementales ou environnementales dont l'impact sur la prévention ou l'aggravation des risques et les chances de rémission ou de guérison est maintenant l'objet d'études de plus en plus convergentes. Avec le big data, on pourra déterminer votre espérance de vie et les facteurs de risque et les probabilités vont remplacer les symptômes. Les modes de vie fixeront le destin social des individus. La maladie ne sera plus une aventure personnelle circonscrite, mais une maladie sociale et discriminante.
Le praticien en santé, soignant ou gestionnaire ne pourra refuser ce modèle progressiste, mais devra faire en sorte que la prévision quasi certaine du déclenchement d'une maladie grave puisse s'insérer dans une histoire individuelle et singulière. Alors que s'est terminée la conférence climat de Marrakech, dite COP22, on notera l'importance dans le débat public des pollutions diverses comme facteurs de risque sur fond d'affirmations, plus ou moins étayées d'ailleurs, de la part de responsables politiques ou associatifs au nom du concept à la mode de lanceurs d'alerte. Les pollutions systémiques relèveront d'un changement radical de mode de vie et donc du mode de gestion de vos établissements sur fond de décisions coercitives des pouvoirs publics. Je ne peux que constater la très grande ambiguïté des discours et l'incohérence des comportements individuels ou microsociaux. La révolte des bonnets rouges en est un exemple éclairant. Les enjeux du développement durable sont d'autant plus importants à souligner que ces facteurs de risque sont étroitement corrélés aux inégalités sociales en santé. Pour alimenter ce débat, il convient de poursuivre la réflexion sur le paradigme porté par l'article 22 de la loi santé. Il est basé sur le constat que notre pays accuse un retard en matière d'accompagnement des personnes vulnérables en santé. Non pas qu'il n'existe pas un certain nombre de mécanismes tels le disease management du programme SOFIA de l'assurance maladie ou l'éducation thérapeutique encadrée par la loi HPST. Ce nouveau paradigme d'empowerment conduit à une approche de la maladie, ou mieux de la santé, qui concerne tous les citoyens, malades ou non. Nous devons donc aller beaucoup plus loin que la démarche initiée il y a 3 décennies par les associations SIDA ou les termes de la loi Kouchner sur les droits des malades. Il ne s'agit plus d'empiler des accompagnements, mais d'autonomiser la personne dans ses propres choix dans un vrai processus d'émancipation. Les accompagnements existent, mais mettent les personnes dans des cases normées, dans un système fortement hiérarchisé où le sachant s'estime mieux à même de fixer ce qui est bon pour la personne. Les coûts sociaux et économiques de cette démarche tutélaire sont massifs en termes de souffrance, de non-observance, de perte de chance. Je n'ignore pas que de nombreux acteurs soignants ou à la périphérie du soin sont persuadés de faire de l'accompagnement. En fait, on le confond souvent avec information ou coordination. De plus, les acteurs étant sommés de rendre des comptes à travers des processus normés, l'empowerment est à la fois une autonomisation des malades, mais aussi des acteurs du cure et du care. Cette approche innovante, ou plutôt ces approches innovantes, se devront d'être évaluées non sur le respect des moyens, mais sur l'effectivité des résultats. Vous le voyez, mesdames, messieurs, cette question ne saurait se résumer à quelques solutions parcellaires ou à s'interroger sur la nécessité des réseaux ou de la remise en cause d'un certain nombre de frontières, mais interroge la société sur le vivre avec et le vivre ensemble. Le regard des professionnels se déplacera du patient seul vers la population. La notion de risque remplacera le symptôme. La demande de bien-être inclura des éléments inframédicaux qu'il faudra coordonner dans de nouvelles organisations. Nos interlocuteurs se regrouperont en communautés électives. Les nouvelles technologies permettront de répondre à la demande d'instantanéité et d'interactivité. Mark Twain disait que la prédiction est un art difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir, mais les bouleversements majeurs que je viens de rappeler brièvement sont largement entamés. Tous, mobilité, vieillissement, mondialisation, connectivité, interactivité sont déjà à l'œuvre. Ils révolutionnent notre mode de vie, notre système de soins, notre protection sociale, et ils sont dramatiquement absents du débat public. La pauvreté du débat de la primaire à droite était affligeante, répondant à l'indifférence à gauche d'une réflexion stratégique sur un sujet considéré comme pourri. Face aux défis qui vous attendent, qui nous attendent, autonomie du malade, contestation des rapports hiérarchiques, lutte des âges, mise en cause paradoxale du capitalisme et des mécanismes de solidarité, concurrence des systèmes de protection sociale, toute puissance des techniques de communication et suprématie des fichages et des flicages, volonté de remplacer les communautés de parentèle par des réseaux électifs, prise en charge globalisée mettant en jeu d'autres paradigmes que l'approche médicale, évaluation populationnelle reléguant
plaçant l'individu à la périphérie du cercle de la raison. Vous l'avez compris, l'innovation n'est pas une option, mais une ardente obligation. Mais il vous faudra aller plus loin dans la pluridisciplinarité, la connexion, la mise en réseau, la démocratisation. Je vous fais confiance. Je fais confiance à la Fédération de l'hospitalisation privée. Les prix que nous allons remettre témoignent de votre volonté et de votre dynamisme. Merci d'être ce que vous êtes.